Donc, est-ce que vous pourriez expliquer la comparaison à laquelle vous procédez dans vos analyses entre Poutine d'une part et donc Napoléon et Hitler? Donc, je reviens encore une fois sur ce concept de tellurocratie, c'est-à-dire une civilisation terrestre versus les thalassocraties, donc les civilisations qui utilisent les voies maritimes et donc qui, elles, symbolisent plus le libre-échange, le commerce. Voilà, alors ça, il faut expliquer un petit peu quand même cette notion de thalassocratie, tellurocratie, avant de revenir sur la suite. Euh, alors c'est plus que des idées de civilisation, c'est deux visions de la puissance hégémonique. C'est ça, hein, c'est sur une question de puissance hégémonique. Vous avez deux modèles possibles. Donc la tellurocratie, c'est une telluro, la terre en Grèce, c'est-à-dire la puissance, ce qu'on appelle aussi la puissance continentale, c'est-à-dire une puissance qui régnerait essentiellement sur le continent et qui de là rayonnerait sur l'ensemble du monde. D'accord. Et comme vous l'avez, la thalassocratie, c'est plutôt une puissance maritime qui règne par les mers et qui tire de son commerce et de sa capacité de projection accrue par les voies maritimes, puisque les voies maritimes offrent des facilités bien plus grandes que les voies terrestres pour le transport, que ce soit le transport de marchandises ou le transport de troupes. Donc c'est cette capacité-là de rayonnement par la mer. Donc des exemples historiques, là pour le coup, vous en avez plein. Hein. Le plus fameux et le plus archétypique, on va dire, c'est la vieille rivalité entre Sparte et Athènes, hein, la puissance continentale et la puissance des mers. Mais ça, c'est un schéma qui s'est répété un peu partout, un peu régulier. C'est un schéma historique régulier, si vous voulez. Hein. Euh, parce que l'histoire, c'est comme ça. Quand je parle de schéma historique, souvent, il y a des schémas longs, mais il y a aussi des schémas dans des schémas. Et un des schémas, c'est ce schéma de la puissance thalassocratie versus tellurocratie, qui a pu être locale jadis, quand on était à des échelles plus réduites. Par exemple, Athènes et Sparte, c'était la lutte entre thalassocratie et tellurocratie à l'échelle de la mer Égée. Hein. Et aujourd'hui, on va dire depuis les temps modernes, depuis le XVIe siècle, les luttes entre thalassocratie et tellurocratie, elles se font à l'échelle globale. Et le premier, c'est-à-dire pourquoi à partir du XVIe siècle, eh bien à partir du mouvement de colonisation qui a fait de l'Europe le centre du monde, hein, la puissance centrale qui rayonnait sur l'ensemble du monde. Alors ça, c'était important à expliquer. Pourquoi? Parce que justement, là, ça nous amène à Napoléon, historiquement. Euh, C'est-à-dire que euh, le premier schéma lutte entre tellurocratie et thalassocratie, ça a été la lutte entre la France et l'Angleterre à partir du XVIIIe siècle, puisque c'est là qu'a émergé la puissance britannique. Et alors, j'explique un petit peu vers quoi on va aller pour que les gens puissent bien comprendre. Quand on parle de parallèle entre Napoléon, Hitler et Vladimir Poutine, on ne parle pas d'un parallèle de personnes, parce que ce sont des personnalités très différentes, au point de vue du caractère, au point de vue de l'âge auquel ils sont arrivés au pouvoir, c'est pas du tout les mêmes. Hein. Je dirais que Napoléon a été un tellurocrate jeune, il avait 30 ans. Hitler a été un tellurocrate d'âge moyen. Et vu son âge, Poutine sera presque un tellurocrate du troisième âge, j'ai envie de dire, hein, 60 ans passés. Mais Oui, ce qui a peut-être quelque chose d'un peu rassurant quelque part, alors, si je puis dire. peut-être ou pas, prenez garde au vieil homme qui doit se hâter, hein, dit le proverbe. Euh, mais si vous voulez, en fait, il ne m'intéresse pas donc en tant que personnage, parce que quand je parle d'historionomie, c'est pas ça. L'historionomie, c'est l'étude des trajectoires longues, des schémas longs qui font des nécessités de longue durée. Et donc, en fait, quand je parle, c'est à but pédagogique que je dis Napoléon, Poutine, Hitler. En réalité, c'est parce que ces trois personnages, c'est-à-dire l'apparition du tellurocrate conquérant, est le point de mire, si vous voulez, le climax d'une trajectoire qui est beaucoup plus longue et qui s'étend sur 70 ou 90 ans. Et donc, en fait, c'est cette trajectoire que je vais essayer d'expliquer
qui a mené d'une part à Napoléon, qui a ensuite a mené à Hitler et qui aujourd'hui mène à Poutine. Hein. Oui, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas votre propos ou qui, à peine aperçu le titre d'un de vos articles, disent sombre de suite évidemment dans la réduction à Hitlerum Oui. évidemment, donc et ils ne comprennent pas que ce n'est pas un décalque exact évidemment. Poutine n'est pas Hitler en ce sens que comment dire, Poutine n'est pas tout à fait quelqu'un qui veut exterminer une partie de sa population ou la déporter. Ce ne sont pas sur ces points là que vous établissez Non, les parallèles, c'est ça. c'est pour ça que au point de vue sémantique, souvent j'essaie d'être plus explicite tout en gardant le côté pédagogique en parlant de France napoléonienne, d'Allemagne hitlérienne et de Russie poutinienne pour bien expliquer que c'est l'évolution du pays, du peuple, de l'État-nation qui compte vraiment. Le personnage, lui, arrive par-dessus, mais il est comme un surfeur sur une vague, si vous voulez. Mais l'important, c'est que du coup, moi, je parle du surfeur pour que les gens sachent dans quelle direction regarder, mais ils regardent le surfeur au lieu de regarder la vague. Bon, donc c'est de la vague qu'on va parler, nous, là, maintenant. Alors, cette vague, qu'est-ce qu'elle est? Je vais expliquer d'abord le schéma global, et ensuite, je montrerai comment ça s'applique aux trois. Vous avez d'abord un État-nation qui est en pleine construction, hein, qui n'est pas dans une construction finie. Parce que ce qui caractérise un État-nation qui a fini de se construire, c'est qu'il n'est généralement plus impérialiste. Parce qu'il a trouvé ses limites naturelles. Donc un État-nation qui est fini, qui est presque je dirais, en phase de refroidissement, ne cherche plus à s'étendre, parce qu'il s'est centré sur un peuple et que la communauté politique a une identité suffisamment affirmée et suffisamment construite pour ne plus aller chercher de conquête, si vous voulez. C'est ça l'idée. Elle peut faire des colonies après, ça on l'a vu, hein, c'est ce qu'a fait la France de la Troisième République, mais les colonies n'ont pas été, à proprement parler, intégrées à la République française, d'accord? C'était des territoires, c'était des dominions, c'était pas des, d'accord? C'était pas la France. Hein. Bon. Donc les pays, donc la phase impériale fait partie de la croissance de l'État-nation. Donc, arrivé à un certain point, ces pays-là, en général, à un moment où ils sont sous un régime autoritaire, avant d'être arrivés à un régime démocratique, hein, le régime démocratique justement est dans la dernière phase, arrivent à établir on va dire un premier empire qu'ils estiment durable, hein, avec une sorte de première fierté nationale, si vous voulez. Et cet empire-là est confronté à une guerre qu'il croit gagner facilement et au cours de laquelle, en fait, il va recevoir une humiliation qui lui est généralement infligée précisément par une puissance thalassocratique. D'accord? Donc cette humiliation arrive, c'est pas une défaite totale, c'est pour ça qu'elle est d'autant plus mal vécue que c'est une défaite qui paraît en demi-teinte, qui paraît une défaite vue d'un abandon, en tout cas, qui donne l'image d'une défaite qui aurait pu être évitée, d'accord? Ce qui rend l'humiliation d'autant plus forte. Ça entraîne un effondrement du régime du pays considéré, avec une crise économique, tout ce que vous voulez, et tout ça finit par déboucher sur une dictature revancharde qui va chercher à restaurer la puissance de l'empire qui a été perdu et même à la dépasser avec l'idée d'accomplir le destin à côté duquel on est passé lors de la première défaite. D'accord? C'est ça le destin impérial. Et donc on va arriver à établir la tellurocratie, c'est-à-dire un empire sur le monde au sein duquel la nation en question fait figure de monarque, si vous voulez. C'est la nation qui sera le monarque des nations. Okay, ça serait l'impérial. Donc ça amène, en général, c'est tellement mobilisateur
d'une manière assez totalitaire d'ailleurs, puisque tout le nerf de la nation est engagé, contrairement à la Première Guerre, que ça amène des succès fulgurants, mais sans parvenir à faire tomber la thalassocratie ennemie, qui finit par gagner. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que la défaite est pour le coup vraiment totale, donc ça devient une véritable leçon pour le peuple qui est vaincu. Et en général, c'est ça qui lui permet de se refroidir, de se replier sur son noyau et de devenir véritablement un État-nation fini, si vous voulez. Hein, cette sorte de processus de construction là pour les. Bon. Et le fait est qu'on trouve la même chose dans la France du 18e, 19e siècle, enfin début 19e siècle, c'est-à-dire sous Napoléon, dans l'Allemagne du 19e, 20e siècle, et dans la Russie du 20e, 21e siècle, actuellement avec Vladimir Poutine. Donc je reprends pour chaque cas, comment ça s'est passé, comment ce schéma s'est réalisé. Pour la France, c'est avec la fin du règne de Louis XIV que ce premier empire, on va dire, est constitué. C'est-à-dire qu'avec Louis XIV, la France s'impose à l'ensemble de l'Europe comme la puissance dominante sur Terre, avec une armée très puissante, très importante, et qui coûte très cher d'ailleurs, hein, en général, c'est ce qui caractérise cette phase de Premier Empire. Donc une armée très importante qui fait plus de 300 000 hommes. Un empire colonial qui est très important, puisque c'est la France qui a l'empire colonial le plus important en Amérique du Nord, en surface en tout cas, si ce n'est en population. En Inde aussi, à ce moment-là, la France a des possessions de taille supérieure en Inde par rapport à l'Angleterre. Et en plus, à la fin de la guerre de succession d'Espagne, on a réussi à placer un Bourbon sur le trône d'Espagne. Donc même s'il a renoncé, lui, à la couronne de France pour ses descendants, c'est-à-dire ce qui évitait d'arriver à ce que l'Angleterre craignait par-dessus tout, c'était une union du trône d'Espagne et de France, c'est-à-dire la création d'un super pays sur toute la taille. Néanmoins, l'Espagne devenait durablement une alliée de la France, alors que jusque-là, et pendant des siècles, elles avaient été concurrentes, une concurrence sur laquelle je pouvais jouer l'Angleterre. Là, c'était plus le cas. Et le Saint-Empire romain germanique, qui était traditionnellement l'autre puissance avec les Habsbourg, était complètement éclaté de son côté. Donc la France était véritablement la puissance dominante sur le continent et avait un empire colonial gigantesque. Et l'Angleterre, elle, à ce moment-là, commençait seulement à devenir une puissance maritime importante à l'échelle mondiale. Hein. Elle venait de passer un XVIIe siècle très difficile, l'Angleterre, avec deux révolutions, la révolution de 1640 et celle de 1688, mais qui paradoxalement préparait sa puissance future, puisqu'elle était devenue, l'Angleterre, une démocratie, en tout cas un embryon de démocratie, un régime parlementaire avec un suffrage qui était encore très limité, mais dans lequel donc les libertés étaient garanties, ce qui permettait à l'Angleterre une puissance de mobilisation économique et surtout un dynamisme économique bien supérieur à ce qui était possible dans le Royaume de France qui vivait encore sous l'Ancien Régime. Alors, donc, c'est la grande période de la France, hein, qui domine sur le continent, avec tout le début du règne de Louis XV. C'est on va dire la monarchie facile, la monarchie absolue qui règne, qui trône là, au centre de l'Europe. La France n'a jamais été aussi puissante de son histoire à cette époque-là. Et arrive une guerre qu'on croyait facile, dont je ne vais pas détailler parce que c'est assez compliqué les détails. Ça a impliqué énormément de puissance à l'échelle européenne, mais c'est la guerre de 7 ans qui dure de 1556 à 1763. Cette guerre de 7 ans donc, oppose tout un tas de puissances alliées les unes aux autres avec des alliances qui sont changeantes en Europe, mais il y a véritablement deux antagonistes importants, c'est d'un côté la France, de l'autre côté l'Angleterre, qui vont se mener une guerre globale qui est probablement la première guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on va se battre, la France et l'Angleterre vont se battre en Europe, vont se battre en Amérique du Nord, vont se battre dans les Caraïbes et vont se battre en Inde. Hein, donc c'est véritablement le premier conflit à l'échelle mondiale, c'est une sorte de proto-guerre mondiale, si vous voulez.
Et la France était persuadée de gagner cette guerre très vite. D'ailleurs, au début, elle a remporté des succès militaires très importants. Et puis, ce conflit a commencé à s'enliser pour déboucher donc, sur une guerre longue, 7 ans. Et au terme de cette guerre, la France était complètement ruinée, épuisée. Et elle a signé donc un traité avec l'Angleterre, au terme duquel elle perdait ses possessions, l'essentiel de ses positions en Amérique du Nord. Elle perdait l'essentiel de ses possessions en Inde, le tout au profit de l'Angleterre. Et alors son territoire national n'était pas amputé, si vous voulez, mais elle perdait beaucoup de possessions aussi dans les Caraïbes. Elle arrivait à conserver quelques colonies sucrières, fort heureusement, parce que sinon, vraisemblablement, la France aurait fait faillite dans les 10 ans qui auraient suivi. Et c'est une humiliation pour la France. Vous avez Voltaire qui écrit sur le sujet. J'ai mis sa citation dans l'article que j'avais fait sur ce sujet-là, que je remettrai, je pense, en lien sous la vidéo, dans lequel il explique que finalement, la France a été précipitée dans cette guerre par des incompétents, qu'on l'a perdu, qu'on n'aurait jamais perdu. Bref, bon, c'est pas le coup de poignard dans le dos, mais presque, hein, déjà. Bon. Et que c'est des ambitieux qui ont poursuivi. Bon. Donc c'est une humiliation française, véritablement, hein, cette affaire-là. C'est-à-dire que il faut se rendre compte de la perte que ça fait. Hein. Pratiquement tout son empire colonial et sa puissance prépondérante en Europe. C'est une humiliation. Et une humiliation qui ne va pas être oubliée. Parce que tout de suite après, on va commencer à avoir une grosse remise en question militaire de la France. Comment est-ce qu'on a pu se prendre une défaite pareille alors qu'on aurait dû gagner? On va mettre en place tout un tas je crois que c'est avec Choiseul qui va réformer toute la marine pour en faire une armée de corsaires, c'est-à-dire menaçante pour l'Angleterre mais moins chère parce que la France avait perdu sa puissance maritime. En 1776, ça va beaucoup motiver l'intervention aux États-Unis. Il faut savoir qu'avant que Louis XVI décide d'envoyer un corps expéditionnaire à l'aide des insurgents américains, des volontaires français étaient partis, assez fortement. Alors, on parle souvent des idées de liberté, il y avait ça, mais il y avait aussi l'idéal nationaliste, c'était d'aller infliger une raclée à l'Angleterre pour se venger de ce qui s'était passé en 1763, 15 ans plus tôt. Donc il y a véritablement du revanchisme. Et ce qui est intéressant, que je n'ai pas dit dans le modèle avant d'ailleurs, c'est qu'en général, on observe 25 ans entre la défaite qu'on estime on n'aurait pas dû avoir et l'émergence du mouvement véritablement revanchard. Et là où il naît vraiment le mouvement revanchard, où il se cristallise, où il se transforme, c'est en 1789, avec la Révolution française. Donc là, on a cette phase qui amène l'éclosion de l'État-nation, qui est la conséquence d'une faillite, qui va vivre une grosse agitation économique, hein, comme je parlais tout à l'heure, avec notamment la crise des assignats, hein, tout va être ruiné, une inflation monstre. Et là arrivent, donc dans ce chaos, les premières guerres expansionniste, avec le nationalisme qui est connu, hein, le nationalisme, l'universalisme révolutionnaire, et qui va s'incarner spécifiquement dans les guerres napoléoniennes, qui vont avoir pour but non seulement de protéger la révolution, mais de l'étendre à l'ensemble de l'Europe. Hein. Avec une capacité de mobilisation par les armées qui est accrue par l'usage de la conscription révolutionnaire, hein, qui permet de masser des centaines de milliers d'hommes, et de nouvelles conceptions militaires qui vont faire que Napoléon va remporter tout un tas de succès et tenter d'imposer le règne de la France sur l'Europe. Et donc là, c'est l'Empire qui va s'étendre finalement de Gibraltar jusqu'au Niémen, hein, le fleuve Niémen en Europe de l'Est, et contre lequel l'Angleterre refusera toujours de négocier la paix. Et l'Angleterre va finalement réussir, de coalition en coalition, à faire tomber ce régime de Napoléon, qui, j'en ai parlé un petit peu la dernière fois dans la précédente vidéo, non, dans la première vidéo qu'on a fait sur Vladimir Poutine, dont le régime n'a cessé de devenir de plus en plus autoritaire au point de devenir totalitaire, en portant à la fois les idéaux de la révolution, les parades militaires constantes à drapeau bleu, blanc, rouge,
Donc Puis une régression de la liberté d'expression aussi. voilà le cabinet noir de Napoléon, Fouché comme ministre de toutes les polices, Fouché qui avait été un boucher pendant la Révolution, donc c'était comme le Beria ou le Himmler de l'époque, hein, c'était le même genre de personnage. Et donc ce système finit par s'effondrer de l'Empire, et là la France est complètement cassée. Elle échappe à la partition, elle n'a pas été partitionnée comme l'Allemagne nazie en RFA et RDA, mais il y a eu des négociations autour de ça. Hein. L'Angleterre n'a pas voulu la partitionner parce que l'Angleterre voulait maintenir un équilibre en Europe, et vu qu'il y avait la Prusse et la Russie qui devenaient de plus en plus puissantes, ne voulait pas que la France soit découpée et que ça permette la création d'un autre empire continental qui puisse menacer la thalassocratie. Donc voilà comment c'est effondré, et finalement la France moderne arrive là, puisque les frontières qui naissent du congrès de Vienne, mis à part la Savoie qui sera ajoutée par Napoléon III, sont à peu près celles de la France telle qu'elle est maintenant, d'accord? C'est celle qui ne bouge plus. Donc c'est véritablement ce dont je parlais, c'est-à-dire cette sorte de cristallisation, de refroidissement de l'État-nation qui comme en métallurgie, un truc une fois qu'il est fondu, qui refroidit, d'accord, qui se construit vraiment et qui devient le truc durable. Là, donc ça fait 200 ans qu'on fait avec. On a vu la même chose en Allemagne. Alors, le cas de l'Allemagne. En Allemagne, ça commence en 1800, enfin, c'est pas que ça commence, mais disons que le point de départ de ce schéma qu'on peut identifier, c'est 1870, la naissance de l'Empire allemand. D'accord, après la victoire sur la France dans la guerre de 1870, on a donc la proclamation, le tableau est connu, de l'Empire allemand dans la galerie des glaces du château de Versailles, et donc c'est la Prusse qui fait l'unité de cet empire allemand, qui devient la grande puissance continentale, plus puissante sur le continent que la France, qu'elle vient de vaincre, avec un dynamisme industriel, tout en étant un régime autoritaire et très militariste, puisque c'est la Prusse. Hein. La Prusse, disait Mirabeau, c'est une armée qui a conquis une nation. C'est-à-dire une nation très militariste, ce que sont en général les tellurocraties. Les tellurocraties sont toujours militaristes. Donc cet empire, c'est donc l'empire des Hohenzollern, le deuxième Reich allemand, qui règne donc jusqu'en 1918. En 1914, il y a le début de la Première Guerre mondiale, donc guerre contre la France. Là, alors il faut se souvenir donc donc l'Empire allemand, c'était des possessions plus grandes que l'Allemagne aujourd'hui, hein, ça allait jusque tout un morceau de la Pologne. C'était également des colonies, notamment en Afrique, hein, moins que l'Angleterre et la France, mais il y avait quand même un empire colonial. Et en 1914, donc l'Allemagne se lance dans une guerre contre ses voisins, notamment la Russie et la France, de laquelle elle espère sortir vainqueur très rapidement, hein, en raison de sa puissance militaire. En face d'elle, elle a la thalassocratie qui est toujours l'Angleterre, à laquelle on peut ajouter la France, qui à ce moment-là, étant devenue une société ouverte et démocratique, ce qui sont en général les traits de la thalassocratie, hein, depuis Athènes justement, avait elle aussi un empire colonial, c'était presque une Angleterre bis, la France. Hein. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'à partir de là, on a un couple, à partir du moment où les deux deviennent une démocratie véritablement, c'est-à-dire la Troisième République, l'Angleterre l'était déjà, on a une sorte de couple franco-anglais qui apparaît avec l'entente cordiale, puisque les deux sont, si vous voulez, c'est la France à ce moment-là a rattrapé l'Angleterre au niveau de son évolution politique, etc., et donc sont devenus presque des républiques sœurs. Enfin, l'Angleterre n'est pas une république, mais disons un Commonwealth, c'est une république sœur. Donc c'est le bloc thalassocratique à ce moment-là que vous en avez deux, et vous avez de l'autre côté la puissance allemande. Donc la puissance allemande espérait gagner cette guerre vite, elle avait des raisons de penser que c'était possible, hein. Militairement on l'a échappé de peu.
Euh, mais elle a perdu, d'accord? Et elle a perdu donc une guerre qu'elle pensait gagner rapidement. Elle a vécu ça comme une humiliation. Il y a eu l'idée du coup de poignard dans le dos, etc. Et il y a eu le traité de Versailles. Humiliation. L'Allemagne a perdu tout son empire colonial en Afrique. Et en plus, son territoire a été dépecé. Bon. Elle a dû payer de lourdes indemnités de guerre. Et dans les années qui ont suivi, elle a connu des difficultés économiques énormes, avec une inflation terrible, le chômage, et au milieu de ça a fini par apparaître la figure d'Adolf Hitler. Si ça n'avait pas été lui, ça aurait été un autre. C'est-à-dire une figure autoritaire, croyant que l'Allemagne était passée à côté de son destin impérial et qui a souhaité rétablir finalement ce qu'il estimait être l'ordre des choses. Il a réarmé l'Allemagne, il a amené j'allais dire au pouvoir, non, mais disons que ce mouvement a amené toute une génération d'officiers jeunes, etc., enfin, comme à l'époque de la Révolution sous Napoléon, c'est-à-dire des gens qui ont une pensée militaire qui n'est pas vieillissante, qui sont des gens qui sont jeunes, qui sont dynamiques, qui pensent différemment de l'ennemi. Hein. Les généraux révolutionnaires qui sont devenus maréchaux ensuite ont remporté de très grandes victoires contre les vieux généraux aristocrates autrichiens notamment. Pourquoi? Parce que justement ils avaient une pensée jeune et puis ils avaient de l'audace, ils faisaient des choses qu'on n'était pas habitué à voir, des mouvements, ils osaient, et donc ils remportaient ils surprenaient sans arrêt l'ennemi, ils remportaient. C'est la même chose qu'on a trouvé avec Rommel, avec Guderian, c'est la même chose, d'avoir des généraux jeunes, alors qu'en face, nous, on avait Gamelin, on avait Végan, des sexagénaires ou des septuagénaires qui n'avaient pas la même conception. C'est très important, ça, dans la guerre. Hein. Je pense qu'on en reparlera quand on parlera de la menace militaire. C'est des choses qui jouent, c'est pas du matériel, ça, mais c'est des choses psychologiques sur la gestion de la guerre qui jouent. Donc Hitler remporte un tas de succès. Il tente, il espère établir le règne millénaire du Troisième Reich allemand. Il arrive à s'imposer depuis les Pyrénées jusqu'à la Moscovie, brièvement. Il espérait, je l'ai déjà dit, faire la paix avec l'Angleterre. L'Angleterre a refusé. Elle a continué la guerre. Elle s'est adjointe les États-Unis et ils ont fini par gagner. L'Allemagne s'est effondrée sur elle-même au terme de cette guerre et elle a laissé de côté toute prétention impériale comme l'avait fait la France avant elle. D'accord? C'est toujours très important. Et donc, c'est là qu'on. Et là, enfin, définitivement, l'Allemagne aussi est devenue une démocratie, définitivement. Vous voyez, c'est le même schéma. Hein. Une chose à noter, c'est que pendant ce mouvement-là, autant, si vous voulez, la première, pendant la guerre de 7 ans pour la France, l'Angleterre était devenue la thalassocratie, d'accord? Position dans laquelle elle s'est maintenue sous Napoléon. Avec l'arrivée d'Hitler, la thalassocratie passe aux États-Unis. Ce sont les États-Unis qui deviennent la thalassocratie dominante, d'accord, qui supplantent l'Empire britannique. Puisqu'on arrive à des ensembles de populations, des ensembles géopolitiques qui sont de taille supérieure. Donc ça se termine en 1945 pour l'Allemagne, le schéma. Donc nous avons, je rappelle, nous avons pour la France à peu près 1715, la fin du règne de Louis XIV, 1815, la fin du règne de Napoléon. Nous avons 1870, 1945 pour l'Allemagne, c'est-à-dire 75 ans. On est un peu dans le même ordre d'idée, avec surtout un rythme qui est constant. C'est-à-dire qu'en général, vous avez une génération de la phase du Premier Empire, vous avez la défaite humiliante, vous avez une génération, 25-30 ans à nouveau, puis l'émergence du phénomène impérial, et ensuite donc la fin. Donc c'est pour ça que je disais autour de 80 ans à peu près. C'est un petit peu plus long pour la France. Voyons maintenant la Russie qui est en cours de ce mouvement-là. L'Empire russe, il apparaît à la fin ou plutôt sous le règne de Staline. Il s'établit en 1945 après la victoire contre les Allemands. Donc c'est la création du pacte de Varsovie, la domination d'une partie de l'Europe. Et
cet empire, donc, il dure jusqu'en 1989-91, c'est-à-dire chute du mur de Berlin et éclatement de l'URSS. Donc là aussi, on était face à un empire qui est militariste, avec des dépenses militaires très importantes, un retard démocratique sur le bloc thalassocratique, qui donc à ce moment-là était les États-Unis. Et en 1979, l'URSS se lance dans une guerre en Afghanistan qu'elle pense gagner rapidement et qui se termine par une défaite, n'est-ce pas, hein, parce que c'est cette guerre d'Afghanistan qui a notamment énormément fatigué l'appareil soviétique et qui a conduit à l'effondrement de l'URSS. Qui est une guerre d'ailleurs indirectement avec les États-Unis, hein, puisque les États-Unis ont financé les Afghans, on le sait suffisamment, les Moudjahidines, Ben Laden, tout ça. Et puis il me semble aussi que Reagan a mis en place une politique qui a poussé l'URSS à s'armer de manière outrancière et à s'auto-ruiner. Aussi une guerre, si vous voulez, mais c'est vraiment à partir de 79. Oui, c'est pour ça que 79 est une date charnière, 79-80, parce que c'est le début de la guerre d'Afghanistan, l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan en 1980. Et donc, c'est cette décennie-là, en fait, qui est comme peu. Alors, les historiens n'en parlent pas. Moi, je pense que c'est intéressant de voir ça comme une guerre, la guerre des années 80. C'est vraiment une phase. D'ailleurs, souvent, on parle, c'est après la détente. Hein. C'est un retour de guerre presque chaude dans la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS qui amène à l'effondrement de l'URSS. Donc, pour moi, c'est vraiment une guerre hein, qui a entre 1980 et 1990 entre les États-Unis et la Russie. Aussi, qui finit donc l'URSS par s'effondrer et s'effondrer dans les mêmes proportions que la France de Louis XV en 1763 et l'Allemagne en 1918. C'est-à-dire que l'URSS perd tout ce qu'on peut appeler l'Empire soviétique, c'est-à-dire l'ensemble des pays qui étaient des satellites de l'Union soviétique à travers le monde. À Cuba, vous avez des pays en Afrique, enfin tous les pays dans lesquels il y avait des régimes communistes affiliés à l'URSS, c'est-à-dire qui étaient tenus, qui étaient alliés de l'URSS, échappent au contrôle de la Russie. L'URSS, la Russie elle-même perd son empire, puisque c'est le démembrement de l'URSS qui, alors, j'avais fait les calculs, je crois que si vous comptez l'URSS plus le pacte de Varsovie, ça faisait une population de 293 millions d'habitants, si je me souviens bien, sur lesquels régnait directement la Russie. Et la Russie se retrouve avec 140 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'elle perd la moitié, véritablement, que ce soit en surface ou démographiquement, elle perd la moitié de son empire. Donc c'est vraiment une humiliation, là encore, après une guerre qu'on pensait gagner facilement. Il s'agissait d'aller bombarder les Afghans, à la base. Hein. En plus, il faut se souvenir qu'après 1975, c'est 1975, les accords d'Helsinki, je crois, qui sont l'apogée, on va dire, de la puissance de l'URSS. C'était le moment où l'URSS s'armait de missiles nucléaires et a dépassé le stock de missiles nucléaires des États-Unis, où on pensait que finalement l'URSS risquait de finir par gagner, et où donc on avait fait des concessions diplomatiques à l'URSS sur ce plan-là. Donc véritablement, c'est la défaite humiliante, et qui est perçue comme en grande partie une trahison. Hein, parce que la perestroïka, tout ça, on pense que c'est dû à une mollesse des élites, notamment celle de Gorbatchev. Après cet effondrement, donc, on a une phase de creux, véritablement. On a la crise économique. On a une inflation, la crise inflationniste qu'on a vue en Allemagne et en France, on l'a aussi, je crois que c'est en 1994, il y a le chiffre dans l'article que je vais mettre en lien, la date, avec je crois que les prix avaient été multipliés par 20 cette année-là en Russie, enfin, c'était catastrophique. J'avais dit dans la précédente vidéo que les soldats de l'armée rouge se prostituaient sur la place rouge, hein, c'était donc une catastrophe. Enfin, pas tous, hein, ça faisait trop, mais enfin, certains en étaient réduits à ça. Donc c'est l'humiliation totale. Et au milieu de cette humiliation, l'impression que la Russie est passée à côté de son destin, hein, comme avant l'Allemagne et la France, et l'idée qu'il est possible de remédier à ça. Et donc pour ça, on se donne un chef qui porte ce rêve-là. Et donc, comme il y a eu Napoléon, comme il y a eu Hitler, il y a
Vladimir Poutine. C'est dans ce sens-là que je fais le parallèle donc, entre Vladimir Poutine, Hitler et Napoléon. C'est pas un parallèle de personne, c'est au terme de 60 ou 70 ans d'évolution politique, sociale, économique, géopolitique d'un pays qu'on arrive à cette occurrence-là. Mais je pense que Et ceux qui prennent le temps de vous lire ou présentement dans la vidéo de vous écouter euh, comprendront évidemment la nuance de taille. Enfin, tout ça me semble absolument limpide. je l'espère, c'est pour ça que je le fais. Et donc, on a vu, alors, c'est pas fini, mais encore une fois, c'est ce que je dis toujours dans mes parallèles historiques, c'est qu'à partir du moment où à T, T1, T2, T3, T4, il y a la même chose, il n'y a pas de raison qu'à T5, T6, ça change. Donc, on a vu Vladimir Poutine se réarmer, enfin faire ce qu'avaient fait ses prédécesseurs dans les mêmes circonstances, commencer des mesures d'irrédentisme, c'est-à-dire de la recherche créer la collectivité nationale. On n'a pas parlé de ça, mais pour les Allemands, ça a été le pan-germanisme. En France, ça avait été l'idée que la République devait aller jusqu'au Rhin. C'était la théorie des frontières naturelles, hein, qui était équivalente à. Alors, c'était pas ethnique à ce moment-là, mais c'était l'idée qu'il y avait un territoire naturel pour un pays. D'accord. Donc pour la France, c'était cette idée de frontière naturelle, donc jusqu'au Rhin. Pour les Allemands, c'était le monde germanophone, et pour les Russes, c'est ce truc du monde russe dont on parle régulièrement. Donc ça commence par cette phase irrédentiste, et une fois que le territoire considéré comme national dans cette vision essentialiste des choses, c'est-à-dire l'idée qu'un territoire correspond quelque part de toute éternité à une nation, une fois que ce territoire est conquis, démarre véritablement la phase expansionniste. Quand Napoléon est arrivé au pouvoir, la France avait atteint ses frontières naturelles, elle avait aussi annexé le Piémont en bas, et à partir de là, il est devenu expansionniste. Hitler a commencé par recréer le Reich en faisant l'Anschluss et en récupérant les Sudètes, et Poutine, lui, a récupéré la Crimée, vraisemblablement risque de continuer à faire le même genre d'opération peut-être dans les États baltes, dans le Caucase notamment. Enfin, pas dans Et il y a le même genre de velléité avec l'est de l'Ukraine. l'est de l'Ukraine, voilà, c'est le même genre de choses. Et ceci étant fait, démarre ensuite la phase suivante, qui est véritablement la phase d'explosion, qui est en train de se préparer déjà, avec les premières expériences extérieures, hein, je l'avais expliqué. Pour Hitler, ça avait été la guerre d'Espagne. Pour Poutine, c'est l'expédition en Syrie. Tout ça sont des prémices de choses qui devraient maintenant plus tarder. Pourquoi? Parce que vu le rythme et la durée des étapes précédentes, là, on est, depuis l'année dernière, on est 70 ans après le début finalement de ce cycle pour la Russie, approximativement. Donc on est à quelques années du début de la guerre, hein. Oui, il y a clairement un timing qui se met en place. On a non seulement parlé de l'âge de Poutine, enfin je ne lui souhaite pas particulièrement de vivre vieux, mais il y a aussi le problème, on en avait déjà parlé, je crois, du prix du baril de pétrole, et donc qui impacte également le prix du gaz. Donc le projet d'Alexandre Douguin d'essayer de mettre la main sur l'Europe à travers leur soft power et le chantage au gaz n'a pas marché. Donc le prix du pétrole s'est effondré depuis. Donc tout ça, le timing ici, les conditions, je vais dire, ne sont plus du tout bonnes, et ça va les pousser probablement à agir. Et ici, donc l'objet de la prochaine vidéo, ou peut-être que ça va encore être l'objet de 2 vidéos, parce que à mon avis, là le sujet, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans ce qui est devant nous, ce que vous pensez qui va arriver. Donc on va essayer de déterminer dans quelle mesure, en tout cas le but, l'ambition de Poutine, je pense qu'elle est suffisamment explicitement, comment dire, identifiable, mais le tout c'est de savoir jusqu'à quel point il va pouvoir réaliser ça, et alors on va plus spécifiquement parler dans la prochaine vidéo de ses moyens militaires, des moyens militaires de l'Europe, de l'OTAN plus globalement, et puis aussi on va envisager par où est-ce il pourrait éventuellement commencer. On a déjà un petit peu évoqué dans la vidéo précédente les pays baltes avec les minorités russophones qui vont peut-être être excitées, etc. Trouver un prétexte
pour attaquer par là. Il y a aussi effectivement un jeu avec la Turquie, donc est-ce qu'il veut essayer peut-être de pousser la Turquie à rentrer dans un conflit indirectement avec le conflit arménien et l'Azerbaïdjan, et de cette manière peut-être pousser la Turquie à la faute. Ça, je ne sais pas si les Turcs vont tomber dans le piège. Donc on va envisager tout Ça, ça. Il c'est y a des aussi choses dont on l'Ukraine. aura l'occasion de parler, et notamment on verra pourquoi, et dans la poursuite de ce que j'expliquais sur le schéma, je disais, on verra aussi que, ça c'est quelque chose dont je parle souvent en historionomie, vous avez des déplacements géographiques aussi qui suivent les mêmes schémas temporels. Donc on a eu un Napoléon qui a réussi à faire l'empire de Gibraltar jusqu'au Niémen, on a eu un Hitler qui l'a fait puisque l'Allemagne est plus à l'est, simplement des Pyrénées jusqu'à la Moscovie. Et vraisemblablement, l'ambition russe pourrait arriver à faire un empire russe finalement du Rhin jusqu'à jusqu'à l'autre côté. Et on expliquera militairement comment ça peut être possible, et en tout cas comment tout ça pourrait se combiner, ou comment en tout cas Vladimir Poutine espère qu'il arrivera à mener ses projets.